Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur ce webinaire. On va attendre encore quelques dizaines de secondes avant de lancer le webinaire pour que tout le monde ait le temps de se connecter. Bonjour à tous. Marc-Éric, tu me confirmes qu'on voit bien mon écran partagé en grand écran? Je te confirme que je ne le vois pas. Ah, bah, je fais bien de vérifier. C'est bon, Ah, tu le vois? Bon, bah, je viens de non, là, c'est non, pardon, je viens de le ça couper. ça a flashé. Hop, donc je vais partager mon écran et on va pouvoir commencer une fois que l'écran est partagé. Je te laisse me confirmer, Marc-Éric. C'est bon, c'est bon, c'est C'est bon. bon? Ok. Bah, Bon, bah, bienvenue à tous. tu veux pas Euh, attendre 1 ou 2 minutes, laisser le temps aux Encore une ou personnes? 2 minutes, très bien, ça marche. Il y a encore 30 secondes. Alors, bizarrement, mon écran ne se met pas en plein écran, j'ai l'impression. Tu as dû partager, uniquement, Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais partager. c'est bien, tu laisses le temps aux prochains participants d'arriver. Je vais partager tout mon écran et puis voilà, ça sera plus simple. Hop, voilà, une petite boucle infinie. Est-ce que c'est bon, Marc-Éric? C'est bon, Allez, ouais, je pense qu'on peut et on y commencer. va. Donc bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire, où nous allons parler donc de cryptographie, d'algorithmes quantiques et d'ordinateurs quantiques. Et le titre de ce webinaire, donc, c'est «La crypto-agilité au cœur de votre IT pour anticiper la menace post-quantique». Donc je me présente, Jérôme Becquelin, je fais partie de la société Entrust et je suis channel manager, c'est-à-dire que je m'occupe de l'écosystème de partenaires et de distributeurs d'Entrust, sur la France et sur l'Afrique francophone. Et un de nos partenaires principal sur la France, c'est Formind et je suis, donc accompagné de Marc-Éric Lebrun. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Marc-Éric Lebrun, je suis le directeur de la BU Protégée intégrée chez Formind. Formind, c'est un acteur qui accompagne les entreprises dans toutes leurs problématiques de cybersécurité. On est un pure player de la cyber et entre autres, on intègre et on conseille sur toutes les problématiques liées au HSM, PKI et sur les migrations vers le post-quantique. Et donc le programme aujourd'hui, c'est de vous parler de cryptographie post-quantique, de ses risques, en 4 étapes. Donc la première étape, ça sera une introduction plutôt haut niveau sur l'état de la menace, de la cryptographie post-quantique. Ensuite, Marc-Éric parlera de crypto-agilité et de comment faire face à cette menace. En troisième étape, on parlera des étapes pour migrer, vers une infrastructure qui soit résistante, aux ordinateurs quantiques. Et en dernier point, on parlera d'un cas d'usage concret, sur lequel, nous avons travaillé, d'une entreprise qui a déjà entamé sa transition vers, une infrastructure résistante aux algorithmes quantiques. On terminera évidemment par une session de questions-réponses. Heu, Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser d'ailleurs directement dans le chat. Nous y reviendrons à la fin de la présentation.
Donc premier point de cette présentation, comprendre la menace de la cryptographie post-quantique. Alors avant de parler de post-quantique, je voulais juste faire une introduction sur le chiffrement de manière, plus générale sur la cryptographie qui est actuellement utilisée. Donc cette cryptographie, elle est partout aujourd'hui. Elle a été largement déployée dans les infrastructures. Elle va permettre de sécuriser et de chiffrer des données, des applications, des communications, hem, des emails. On a la problématique aussi du cloud avec des sociétés, et probablement les vôtres qui mettent des données dans le cloud. Donc la cryptographie permet de chiffrer ces données et de les protéger aussi dans le cloud parce qu'on sort les données des infrastructures. Et donc aujourd'hui, le chiffrement est largement déployé et ce chiffrement repose sur des algorithmes qui sont standardisés depuis des dizaines d'années. En particulier 2 algorithmes, dont vous avez probablement entendu parler, qui sont l'AES et le RSA. Hem Et ces algorithmes largement déployés sont ont été et jusqu'à présent sont reconnus comme, étant en capacité de protéger des données, mais on arrive à l'aube d'une nouvelle ère qui est l'ère de l'informatique quantique et des ordinateurs quantiques et on va voir que ça peut poser des problématiques sur ces algorithmes qui ont été largement déployés jusqu'à présent. Donc qu'est-ce que c'est cette nouvelle ère d'ordinateurs quantiques? On va pas rentrer, dans le bit et le qubit aujourd'hui, mais l'idée c'est de dire qu'on développe aujourd'hui des ordinateurs qui ont un fonctionnement différent des ordinateurs, qu'on a utilisés jusqu'à présent, et Marc-Éric y reviendra, et que tous les grands de ce monde investissent aujourd'hui dans ces ordinateurs quantiques. Donc vous avez quelques exemples sur cette slide. Donc on voit tous les grands acteurs américains, IBM, Microsoft, Google. D-Wave, c'est un projet d'AWS. Et on a aussi des projets français avec quelques startups comme Pascal qui a levé 100 millions d'euros il y a quelques mois, une autre startup qui s'appelle Alice et Bob. Et on a aussi des gouvernements, des industries qui sont en train de se développer. Donc on a des projets, par exemple, Quantum Flagship, qui est un projet européen financé par l'Union européenne, qui qui met en place une enveloppe d'1 milliard sur 10 ans pour développer les projets, autour des ordinateurs quantiques. Et on a aussi un projet RISC, c'est un projet français, sur, l'industrie française pour la sécurité post-quantique, donc justement pour, se préparer aux problématiques posées par les algorithmes quantiques. Donc il y a de plus en T'interromps. ouais, Jérôme, je suis désolé, je t'interromps 5 bien sûr. secondes. Il y a une question qui est d'un participant qui demande si le webinaire n'a pas commencé. Ah, alors je pense que Laetitia, peut-être tu dois lancer le webinar. Bien, en live. Il faut peut-être réactualiser la page de son côté, mais c'est bien en live. Ok, merci. OK. Pardon, désolé de t'avoir interrompu. Non, mais c'est une bonne raison pour interrompre. Oui, donc je disais, il y a voilà, des gouvernements, des industries, des universités qui, aujourd'hui, mettent en place de plus en plus de ressources sur cette recherche liée à l'informatique quantique, aux ordinateurs quantiques. Hem Et ces ordinateurs, donc qui ont un fonctionnement différent, vont, être en mesure, d'accélérer la recherche, par exemple la recherche médicale, la recherche autour de la météorologie par exemple, mais vont aussi potentiellement être en mesure de compromettre certains algorithmes cryptographiques qui ont été utilisés jusqu'à présent et en particulier les algorithmes, à clé publique type RSA ou courbe elliptique. Marc-Éric, y reviendra. Donc pour terminer cette introduction, je disais RSA, est potentiellement un risque. Quel est le calendrier prévisionnel de cette menace? En fait, le risque existe, mais cette slide donne une indication de quand l'industrie va devoir migrer vers des algorithmes résistants aux attaques quantiques. Donc le NIST, ça doit peut-être vous parler, qui est un organisme américain, a lancé une compétition pour créer des algorithmes qui soient résistants aux ordinateurs quantiques. Le NIST a créé cette compétition en 2016 et en 2024, cet été, en août, le NIST a publié les premiers standards PQC, donc qui sont résistants aux attaques des ordinateurs quantiques. Donc vous avez les 3 standards qui sont sur la slide, Crystal Kyber, un algorithme de chiffrement à clé publique, Crystal Dilithium, un algorithme de signature, Sphinx Plus, un autre algorithme de signature. Et ces standards arrivent à point nommé parce qu'on estime que la menace
Alors les experts s'accordent pour dire qu'on est autour d'une décennie. La vue la plus agressive, ça serait autour de 2026-2027 où la crypto post-quantique et les ordinateurs quantiques pourraient casser RSA 2048, qui est l'algorithme le plus déployé aujourd'hui. Certaines personnes plus conservateurs imaginent ça plutôt autour de 2034-2036. Mais on est dans une timeline qui fait qu'aujourd'hui, on doit déjà se poser la question de comment on va protéger nos données dans le futur et comment on va protéger nos infrastructures dans le futur. Pour information, je disais le NIST, hein, c'est National Institute of Standard and Technology, c'est une agence américaine dont le but, c'est de promouvoir l'économie en développement des technologies et des normes. Et typiquement, c'est le NIST qui promeut des normes cryptographiques et qui a promu AES et RSA par le passé. Voilà, donc on a aujourd'hui les algos, maintenant c'est une autre chose, ça va être de les appliquer. Certaines personnes ici ont peut-être déjà se souviennent de lorsqu'on est passé de SHA-1 à SHA-2. Par le passé, ça n'a pas toujours été très simple. Donc pour passer d'algorithmes qui soient usuels et utilisés jusqu'à présent vers des algorithmes résistants aux ordinateurs quantiques, ça demande aussi de la préparation. C'est ce dont on va vous parler aujourd'hui. Et je vais du coup laisser la main à Marc-Éric pour parler de crypto-agilité ou comment faire face à la cryptographie post-quantique. Merci. Voilà, directement. Donc aujourd'hui, la sécurité, ça repose sur la cryptographie à clé publique. On a peut-être entendu parler sous la dénomination PKC pour Public Cryptographie. Et l'idée, c'est de pouvoir échanger de manière sécurisée sans avoir besoin de partager un secret au préalable. Et les ordinateurs quantiques menacent ce système. Et on va rentrer un peu plus dans le détail dans les slides suivantes, en expliquant ce qu'ils font, ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'ils font et pourquoi c'est une menace. Et il y a quelques questions auxquelles on peut commencer à répondre dès maintenant. C'est comment migrer vers une cryptographie qui est post-quantique et qui résiste aux ordinateurs quantiques. Bien, il faut adopter les nouveaux algorithmes cryptographiques qui ont été présentés par Jérôme. Et les adopter, ce n'est pas si simple. On va voir comment on migre vers eux tout à l'heure. Comment on anticipe cette menace et en même temps, on reste sécurisé face aux menaces déjà existantes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas créer des menaces sur des vulnérabilités qui seraient cassables avec les ordinateurs classiques. Donc, il faut une double résistance aux attaques sur la cryptographie. Pareil, on va en parler un peu plus tard. Et enfin, j'introduis au travers de cette question comment gérer la transition du NISC vers le CRQC. C'est juste pour introduire ces deux mots. Le NISC, le N est là pour noisy, c'est-à-dire bruyant. C'est le nom, le NISC, ce sont les ordinateurs quantiques actuels. Ils sont extrêmement bruyants au sens qu'ils font énormément d'erreurs. Et c'est encore un des problèmes qui reste à résoudre, c'est comment diminuer ce taux d'erreur et ce bruit quantique dans toutes les opérations qui sont réalisées. Et ces ordinateurs sont utilisés donc, pour la recherche en physique, en chimie, ou pour des problèmes d'optimisation. Et la menace viendra quand on passera au stade CRQC, c'est-à-dire les ordinateurs qui seront pertinents pour faire Basiquement, je résumerai en disant pour passer l'algorithme de Shor. Et on va regarder ce que c'est après. Mais donc la menace viendra de cette future génération d'ordinateurs quantiques. Merci. Alors, une timeline. Pour vous montrer que ça progresse assez vite. En 1980, Richard Feynman et Yuri Manin imaginent le concept d'ordinateur quantique, c'est-à-dire la capacité à créer des ordinateurs avec des qubits qui vont permettre une algorithmie particulière en utilisant des informations, on avait l'habitude que ce soit des 0 et des 1, en utilisant des probabilités que ce soit 0 ou 1. Et après, utiliser des portes logiques particulières qui sont capables d'utiliser ces capacités, donc qui ouvrent la voie à de nouveaux algorithmes. Et donc ça on le droit à Richard Feynman et Yuri Manin. En 1994, l'algorithme le plus célèbre, je pense, de l'algorithme quantique, c'est l'algorithme de Shor.
Et sa spécialité, c'est la factorisation des grands nombres. La factorisation des grands nombres, ça veut dire que vous multipliez deux nombres pour en obtenir un plus grand, enfin le résultat du produit. C'est la capacité de partir du résultat pour retrouver les multiplicateurs. Et on va voir que c'est extrêmement important dans notre sécurité actuelle. 96, l'algorithme de Grover, on va passer très rapidement sur lui, je vous expliquerai après en quoi ce n'est finalement pas une menace, puisqu'il cible plus particulièrement le chiffrement symétrique. Mais bon, on le cite quand même pour expliquer que la taille des clés est importante pour se protéger. 2001, c'est la première fois qu'un ordinateur quantique est capable de passer l'algorithme de Shor. Alors effectivement, il a factorisé 15 pour trouver 3 fois 5. Ce n'était pas impressionnant, mais c'était le début. 2016, la Quantum Experience d'IBM, encore en cours et d'autres expériences du même type existent. Vous avez la possibilité aujourd'hui de vous inscrire gratuitement sur ce type d'expérience et d'aller passer vous-même des algorithmes pour commencer à manipuler des ordinateurs quantiques qui sont rendus publics. Donc, tu passes à la suite. 2019, la suprématie quantique. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la suprématie quantique? C'est le fait qu'un ordinateur quantique soit capable d'obtenir un résultat plus rapidement, significativement plus rapidement qu'un supercalculateur classique. En l'occurrence, il s'agissait d'un calcul de Sycamore qui permettait d'aller chercher des nombres aléatoires non uniformément distribués. Pardon. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais donc c'est un problème mathématique compliqué et donc c'était la première fois qu'on pouvait vraiment démontrer qu'un ordinateur quantique était capable d'aller plus vite sur un problème. 2021, on passe à 127 qubits. Toujours la même année, bon, le gouvernement français annonce un plan quantique avec beaucoup de sous à la clé, mais ce n'est pas le seul, hein, c'est mondial le mouvement. Donc ça va permettre de financer la recherche, ça va permettre de soutenir les startups, de chercher des nouveaux algos, de lancer des simulations sur la chimie, les matériaux, la répartition de l'énergie. 2022, on arrive à 433 qubits et aujourd'hui, on est autour des 1000 qubits. Et une question qu'on peut se poser, on parlait des CRQC tout à l'heure, à partir de combien de qubits on a un problème? Et les estimations actuelles parlent d'1 million de qubits. Donc, il faut encore multiplier par 1000, mais on voit sur l'évolution de cette timeline qu'on est sur une fonction plutôt exponentielle. Donc, on a entre 5 et 10 ans, très probablement, avant d'atteindre ce million de qubits. Alors, un petit cours sur les… Désolé, je vais aller vite. Sur nos algorithmes actuels, c'est-à-dire non quantiques, non résistants au quantique. Notre sécurité, aujourd'hui, sur tous les chiffrements, elle est basée sur les 3 algos que vous voyez là, RSA, Diffie-Hellman et les courbes elliptiques. RSA, c'est la capacité, c'est un algorithme qui permet de créer une paire de clés de chiffrement. Très rapidement, une paire de clés de chiffrement, qu'est-ce que ça signifie? Ce sont des clés qui ont une particularité, elles sont liées au sens où si vous chiffrez un message avec une clé, seule l'autre clé peut le déchiffrer. C'est-à-dire que votre propre clé ne peut pas le déchiffrer, il faut l'autre clé pour le déchiffrer. Et donc ça permet vous avez la clé publique d'un site avec lequel vous voulez communiquer, vous pouvez chiffrer un message avec la clé publique et seul le site pourra le lire. Sur un cas de signature d'un document, vous allez signer un document avec votre clé privée et n'importe qui pourra aller vérifier que c'est vous qui l'avez signé et ça empêchera la répudiation du document parce que seul vous aviez la capacité de le signer. Diffie-Hellman, c'est un protocole qui permet d'échanger un secret sans que les éléments principaux du calcul ne transitent entre les parties. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a un gros mot là dans la phrase qui est le calcul du logarithme discret. Alors, je
Je vous renvoie à vos souvenirs de mathématiques de lycée où on faisait des calculs avec des exponentielles. Ici, on a à un moment de l'algorithme une équation avec un secret qui est l'exponentiel, qui est le facteur exponentiel, et de la difficulté et de trouver ce facteur exponentiel dans les échanges, dans les extractions d'échanges. C'est ce qu'on appelle le calcul du logarithme discret, et je vous épargne les modules. Les courbes elliptiques, c'est un raffinement, on va dire, de Diffie-Hellman, avec la différence que, au lieu de prendre un nombre premier très grand pour démarrer, on va prendre sur une courbe un point de la courbe comme les coordonnées de ce point comme paramètre. Ouais. Donc, sur ces algorithmes, le point majeur, c'est de dire que RSA, eh bien, c'est la problématique. La vulnérabilité à l'algorithme de Shor viendra du fait qu'on peut factoriser des grands nombres et que le démarrage de l'algorithme, c'est la multiplication de deux grands nombres premiers. Et sur Diffie-Hellman, le calcul du logarithme discret, c'est pareil, il est très vulnérable à l'algorithme de Shor. Et voilà pourquoi ces algos, eh bien, il va falloir en trouver d'autres pour protéger les communications à venir. Alors, concrètement, c'est quoi les menaces? Alors, d'abord, la menace du Harvest Now, Decrypt Later, ça, c'est très simple. Je capture des trames chiffrées en me disant que dans 5 ans, 10 ans, je serai capable de les déchiffrer. Et aujourd'hui, on a des stockages massifs de communications chiffrées pour être capable d'aller les lire plus tard. Et donc, tout le risque dépend de la sensibilité de ces données et de leur sensibilité sur le long terme. Sur la signature, donc j'en ai parlé rapidement, si on est capable de casser l'algorithme, ça veut dire qu'on va être capable de recréer des signatures pour usurper une identité, que ce soit sur un document signé ou que ce soit sur le fait d'usurper l'identité d'un serveur, par exemple, dans une communication. On va être capable de refabriquer des clés qui vont mimer et usurper l'identité d'une clé privée existante. L'algodiversité, c'est en dehors du post-quantique, mais aujourd'hui, on a assez peu d'algorithmes de chiffrement, même s'ils sont très challengés. Le fait d'avoir une nouvelle famille d'algorithmes, ça va permettre d'augmenter les capacités à sécuriser les échanges. On appelle l'algodiversité, c'est une bonne nouvelle. Et dernier point sur le chiffrement symétrique, je vous ai parlé tout à l'heure de l'algorithme de Grover. L'algorithme de Grover, il est pas si efficace que ça, puisque plus la taille des clés monte, plus on a une exponentielle sur le temps de calcul. Et donc, finalement, la protection est relativement simple, puisqu'il suffit d'augmenter la taille des clés, ce qui est déjà fait sur le chiffrement symétrique, pour éviter les attaques par collision qui seraient permises par l'algorithme de Grover, qui serait capable de trouver des hashes, des documents qui produisent le même hash qu'un autre, et donc de permettre des attaques par collision. C'est la suite. Alors, comment préparer sa migration? Donc, en introduction, on va y revenir avec d'autres slides un peu plus tard. La première chose, c'est de savoir qu'est-ce qu'on doit migrer. Donc, il faut un inventaire de tous ces actifs. Tout ce qui va être application qui utilise du chiffrement, tous les protocoles qu'ils utilisent. Comme on l'a vu, il y a des personnes qui stockent des données chiffrées pour les déchiffrer plus tard, il faut évaluer la sensibilité des données chiffrées et leur sensibilité dans le temps. Est-ce que ça sera encore sensible dans 5 à 10 ans? La crypto-agilité, c'est un concept, c'est-à-dire que sur vos matériels qui vont créer des clés, est-ce qu'il y a de manière simple un moyen de faire coexister les anciens algorithmes avec les nouveaux et de pouvoir y ajouter des nouveaux algorithmes
quand certains vont sortir. Là, il y en a 3 qui ont été validés cet été, il y en aura certainement d'autres. Donc, il vous faut des systèmes cryptographiques qui sont agiles et qui permettent le changement sans avoir à tout changer, à changer tout votre système, tout vos HSM et votre PKI. L'algorithmie hybride, pareil, on va y revenir un peu plus tard en parlant de TLS 1.3. Mais ici, le principe, c'est de dire qu'il est possible de fabriquer des clés qui vont profiter de l'algorithmie pré-quantique et de l'algorithmie post-quantique, et qui vont donc permettre d'avoir une double protection et une protection dans le temps, au sens, au moment où on va passer à une menace réelle des ordinateurs quantiques, eh bien, pas de changement, les clés marchent. Donc, pour ça, eh bien, il faut s'assurer que vos environnements, vos infrastructures sont capables de faire de la crypto-agilité et de gérer des clés post-quantiques ou hybrides. Et donc ça se voit au niveau de votre PKI ou de vos HSM pour vérifier s'ils supportent bien tous ces nouveaux algorithmes. Et enfin, un plan de migration structuré. Là, on est sur de la gestion de projet extrêmement classique. Pour tout projet de migration, des étapes claires, des jalons, savoir combien de personnes vont être impliquées, combien ça va me coûter, quel planning je dois imaginer et imaginer un périmètre pilote et des tests. Mais là, on est vraiment sur une remarque qu'on pourrait faire sur n'importe quel projet de migration. Quelques exemples concrets de problèmes, parce que la migration au post-quantique ne va pas faire que des choses positives, ça va aussi apporter des petits soucis qu'il va falloir gérer. Le premier, c'est un problème de performance. Toute l'algorithmie post-quantique est bien plus gourmande en calcul. Si vous avez énormément de transactions à gérer, il faut anticiper le fait que chaque transaction prendra un peu plus de temps. Et là, la solution que vous allez choisir sera assez importante parce que plus ils ont optimisé les calculs et meilleures seront les performances chez vous. Vous pouvez avoir aussi des soucis d'incompatibilité avec l'existant. Si on parle de matériel obsolète, par exemple les cartes à puce ou les appareils IoT, tout simplement, ils n'ont pas été conçus pour travailler avec des clés post-quantiques. Et donc, il va falloir les emmener vers ça. Et pour pouvoir les emmener vers ça, vous allez migrer votre parc petit à petit et gérer l'ancien et le nouveau en même temps. Donc, il va falloir que votre infrastructure HSM PKI permette de faire ça. Et donc là, ça c'est relativement simple à gérer. C'est plutôt une problématique avec vos éditeurs pour voir comment avoir des solutions modernes et comment faire cohabiter les deux le temps de la transition. Complexité de la gestion des certificats. Le point majeur, c'est la taille des clés. Les clés post-quantiques sont plus grandes et on a une problématique toute simple de stockage. Alors, on pourrait parler de la taille d'un champ dans une base de données, mais si je reprends l'exemple des cartes à puce, tout simplement, elles ne sont pas prévues. Enfin, la taille, l'espace de stockage sur la carte à puce, ce n'est pas prévu pour aller beaucoup plus loin que ce qui existe aujourd'hui. Et il va donc falloir prévoir le simple fait que le changement d'algorithme va nécessiter plus de place de stockage. Et donc, pareil, transition, accompagnement et tout ce dont il y aura besoin pour ça. Merci. Et donc, je te relaisse la parole. Merci Marc-Éric. Voilà, maintenant qu'on a vu cette problématique, qu'on a vu les problèmes spécifiques dont tu viens de parler, on va faire un focus sur pourquoi Entrust et comment le portefeuille d'Entrust va pouvoir vous accompagner pour résoudre ces problématiques d'un point de vue purement produit. Alors j'ai représenté rapidement le portefeuille Entrust sur cette slide. Donc Entrust, on est une société qui fournit des solutions autour de la sécurisation des identités digitales. Et on va faire un focus ici sur les 4 premiers blocs noirs que vous avez à l'écran, c'est-à-dire les solutions, alors data protection solutions de protection des données et en fait des clés de chiffrement avec la partie HSM qui sont des hardware, j'y reviendrai, qui permettent de protéger les clés de chiffrement, et la solution de KMS qui permet de gérer le cycle de vie de ces clés de chiffrement et donc de mettre en place de la crypto-agilité.
Et on va aussi parler, dans le deuxième bloc des solutions autour des certificats et en particulier des PKI qui sont des infrastructures de gestion de certificats qui permettent donc d'émettre des certificats de façon sécurisée, heu, pour par exemple s'authentifier donc dans vos PC. Lorsque vous vous connectez sur votre PC qui se connecte au serveur de votre entreprise, il y a une relation de sécurité qui est mise en place parce qu'il y a des échanges, de certificats, qui permettent de sécuriser ces communications. Donc on va aussi parler de PKI, on va aussi parler de CLM, Certificate Lifecycle Management, donc solution de gestion du cycle de vie des certificats, et aussi de discovery de certificats, c'est-à-dire une solution qui permet de savoir quels certificats sont utilisés et automatiser la rotation de ces certificats, comme le KMS au-dessus peut automatiser la rotation de clés de chiffrement. Donc, dans le portefeuille Entrust, il y a aussi d'autres solutions autour des identités, de l'IAM, de la signature de code, etc. On ne fera pas un focus là-dessus aujourd'hui. Un autre point, c'est pourquoi Entrust s'implique dans le post-quantum. Bah, pourquoi? Parce que chez Entrust, on est donc une société cryptographie. On a des chercheurs en cryptographie, principalement au Canada et en Angleterre. Euh, et on s'implique sur la cryptographie depuis des années. Déjà, on est un membre de l'IETF. L'IETF, c'est l'Internet Engineering Task Force. C'est un organisme qui normalise les standards d'Internet. Donc on est un membre de l'IETF et on travaille justement sur la normalisation des standards et de l'utilisation des algos post-quantiques dans Internet. On est un fournisseur de produits crypto, hein. Je parlais de HSM, vous avez une image en haut à droite sur la slide. HSM, PKI, et donc on va proposer des produits qui puissent supporter des algorithmes résistants aux ordinateurs quantiques. Et on est aussi d'un point de vue purement R&D, on dispose, on travaille sur ces problématiques quantiques. Donc on a un laboratoire, et j'y reviendrai, à Barcelone, qui travaille et qui teste l'utilisation de ces algos dans des cas d'usage communs que vous allez pouvoir retrouver comme un VPN par exemple. Et on a aussi, je disais, des chercheurs par exemple à Ottawa, on a un chercheur qui travaille sur une normalisation des certificats qui utilisent à la fois des algorithmes euh, post-quantiques et des algorithmes qu'on a utilisés jusqu'à présent, type de l'AES. Donc Entrust, d'un point de vue purement éditeur, a toujours été impliqué sur ces problématiques cryptographiques, et donc c'est la raison pour laquelle on travaille maintenant sur ces algorithmes post-quantiques et ces problématiques post-quantiques posées par les ordinateurs quantiques. En particulier chez Entrust, donc on revient sur ce concept de crypto-agilité, on va pousser vers plus de crypto-agilité. La crypto-agilité, c'est, j'ai mis la définition sur la slide, la capacité de reconfigurer une application ou un système avec un algorithme cryptographique différent. Donc au lieu de dire je veux passer d'un algorithme A à un algorithme B, il va falloir que je change de solution. Donc l'idée, c'est de dire on a une solution qui peut commencer à fonctionner avec un algorithme A, et si on a besoin de passer vers un algorithme B puis un algorithme C, il suffit de reconfigurer la solution qu'on a déjà. Et donc un produit type HSM, donc boîtier de protection des clés de chiffrement ou PKI, il est crypto-agile s'il est possible de mettre à jour les algorithmes cryptographiques qu'il met en œuvre sans avoir à le rappeler ou ou le substituer. Et c'est là qu'Entrust, on va fournir des produits crypto-agiles. Et donc, un petit mot aussi sur la crypto-agilité, c'est que c'est pas seulement une technologie, c'est aussi toute la société qui doit être crypto-agile. Donc, on doit voir, ça concerne aussi les personnes, ça concerne aussi les processus. Parce que pour ces nouvelles technologies, il faut des compétences en interne, il faut des contrôles de politique, de tests, de gouvernance, et c'est aussi ce qu'il faut mettre en place, et c'est là qu'un intégrateur peut aussi vous accompagner. Donc pour être crypto-agile, et crypto-agile, un dernier point aussi, c'est ce que pousse l'ANSSI en France, c'est-à-dire de dire, on ne va pas passer du jour au lendemain des algorithmes type RSA, AES anciens aux nouveaux algorithmes, on va faire preuve de crypto-agilité et migrer d'abord vers une approche hybride, puis vers une infrastructure totalement post-quantum ready, donc résistante aux attaques quantiques. Et pour mettre ça en place, il faut 3 choses en particulier. Premièrement, de la visibilité, et Marc-Éric le disait, être en capacité de savoir quels algos, quels protocoles on utilise actuellement, et quelles sont aussi nos données sensibles. Ensuite, il faut qu'on mette en place et qu'on soit en capacité de mettre en place une politique de gestion de cryptographie. Donc qui émet des certificats, comment on émet les certificats, qui va pouvoir générer de nouvelles clés de chiffrement, comment elles vont être générées,
et avoir de la visibilité sur tout cet actif. Et enfin, mettre en place de l'automatisation, parce que quand on met en place de l'automatisation, on peut par exemple mettre en place une rotation d'une clé tous les 6 mois ou tous les ans si elle protège une donnée sensible. Et si on n'automatise pas ce genre de processus, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Donc ça, c'est les 3 points à mettre en place. Et d'un point de vue Entrust, on va vous accompagner de 2 solutions. La première partie, ça va être sur des solutions potentiellement déjà existantes dans vos infrastructures, type HSM, type PKI, où nos solutions vont déjà permettre de déployer et tester l'utilisation d'algorithmes post-quantiques. Et la deuxième partie, ça va être d'un point de vue inventaire de vos assets cryptographiques. On va pouvoir utiliser le CLM, donc, qui permet de gérer le cycle de vie des certificats, le KMS qui permet de gérer le cycle de vie des clés, pour récupérer des informations sur ces assets cryptographiques et pour pouvoir, à partir de ces informations, anticiper sa migration. Alors, on va parler de ces 4 solutions. Commençons par les HSM. Donc, les HSM, c'est ce que vous avez sur la slide, ce sont des boîtiers, je disais, qui permettent de sécuriser la génération et l'utilisation de clés de chiffrement. C'est des boîtiers qui sont largement déployés pour différents cas d'usage. Par exemple, typiquement, je parlais de PKI précédemment, d'infrastructure de gestion de certificats. On protège les clés qui permettent d'émettre des certificats dans ce type de boîtier. On protège des clés qui chiffrent des bases de données dans ce type de boîtier. On protège parfois de ces données qui sont chiffrées dans le cloud. On va les surchiffrer avec une clé qui est protégée par ce type de boîtier. Donc, c'est des boîtiers qui sont déjà largement utilisés pour différents cas d'usage. Et chez Entrust, on a une nouvelle gamme de produits qui s'appelle la gamme 5, qui se base sur une nouvelle puce qui est une puce FPGA, qui est une carte, pardon, une nouvelle carte FPGA, qui est donc une carte qui est reprogrammable et ce qui va nous permettre d'ajouter petit à petit les algorithmes standardisés par le NIST. Et là, vu que ces algorithmes ont été standardisés en août, on a une roadmap pour les ajouter nativement dans le firmware de nos HSM, de cette gamme 5 et de l'ancienne gamme aussi, qui est la gamme XC. Jusqu'à présent, on permettait aussi déjà de tester ces algorithmes via un SDK, donc pas en les ayant nativement dans le firmware du boîtier, mais via un SDK extérieur qui permet de tester ces algorithmes avec un niveau de performance un peu moindre. Mais bon, maintenant que les standards sont standardisés, on va pouvoir rajouter nativement ces algorithmes dans nos boîtiers HSM et vous pourrez les tester avec un haut niveau de performance. Et cette carte FPGA, ça permet l'agilité cryptographique dans le sens où si demain, dans 5 ans, il y a de nouveaux algorithmes résistants aux ordinateurs quantiques qui sont standardisés, on va être en capacité à chaque fois d'ajouter ces algorithmes dans le boîtier, donc de faire preuve de crypto-agilité. Un autre point par rapport au boîtier, c'est le fait que d'un point de vue éditeur, on apporte des solutions, mais on veut aussi s'assurer que notre boîtier il soit résistant aux attaques des ordinateurs quantiques. Donc on a un niveau de résistance global du boîtier à ce type d'attaque. Donc on est en train de mettre en place et de développer un niveau de résistance qui soit d'au moins AES 256, qui est considéré comme résistant aux attaques des ordinateurs quantiques. Par exemple, c'est être certain que notre Secure Boot, lorsqu'on boot le boîtier, ça soit signé avec une clé qui soit d'un niveau de résistance particulier. Donc, d'un point de vue éditeur, on propose ces algorithmes pour que vous puissiez les tester avec vos applications, mais on fait aussi en sorte que notre solution elle soit protégée face à des attaques d'ordinateurs quantiques. Ça, c'est le premier point sur la partie HSM. Ensuite, on a cette partie PKI où on fournit, alors on est fournisseur de PKI, et on fournit déjà une PKI as a service, donc c'est une PKI cloud que vous pouvez tester. Donc c'est la première étape, hein. Vous pouvez la tester en ligne, ça prend 3 minutes à mettre en place, et c'est une PKI qui est conçue pour et dans le cloud, et qui a tous les composants nécessaires d'une PKI, donc certificat d'horodatage, HSM, OCSP et autres, et qui va vous permettre de, dès aujourd'hui, émettre des certificats post-quantique ready, donc qui combinent des algorithmes post-quantiques et des algorithmes historiques. Donc si vous souhaitez tester une PKI qui vous permet d'émettre ce type de certificat, c'est déjà disponible et j'ai mis le lien, vous aurez les slides pour venir tester ça en ligne. Ensuite, on a 3 autres types de produits, CLM, KMS et Discovery. Ça, c'est des produits, je disais, qui permettent de gérer des clés de chiffrement, gérer des certificats et de faire du discovery. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en capacité
aujourd'hui, alors la partie discovery, c'est de déployer des agents dans votre infrastructure pour récupérer toutes les informations cryptographiques, type quelle clé vous utilisez, quel protocole vous utilisez, quels sont les certificats qui sont utilisés, et récupérer ces informations. Et si vous faites ça en parallèle de récupérer et de savoir aussi quelles sont les données qui sont sensibles dans vos infrastructures, ça vous permet de préparer votre migration parce que vous savez déjà quelles sont les clés, quels sont les protocoles, quels sont les certificats qui aujourd'hui ne sont pas sécurisés à des menaces futures d'ordinateurs quantiques. En parallèle de ça, on a ces solutions CLM et KMS qui sont en train d'être migrées, qui vont vous permettre de trouver, de contrôler et gérer le cycle de vie de tous vos certificats, ainsi que le cycle de vie de toutes vos clés de chiffrement. Donc déployer ce type de solution ici, c'est la première étape en quelque sorte pour récupérer tous vos inventaires cryptographiques et avoir de la visibilité sur ceci pour pouvoir préparer votre migration. Un dernier point sur ce chapitre, par rapport, j'en parlais en introduction, à ce lab qu'on a à Barcelone. Alors, à Barcelone, on a un prototype en fait qui est supporté par les équipes R&D d'Entrust. C'est une plateforme. On peut vous donner accès en ligne via une interface web à cette plateforme pour tester des cas d'usage post-quantum. Alors par exemple, qu'est-ce que vous pouvez tester? Vous pouvez, c'est la partie high text, vous pouvez faire de la signature de documents qui utilisent un algorithme post-quantique, donc vous pouvez mettre un PDF et le signer avec un algorithme post-quantique sur cette plateforme, et la preuve, pour information, est mise aussi dans une blockchain. Donc c'est vraiment de la R&D, mais ça vous permet tout de suite de tester, je signe mon document avec un algorithme post-quantique, est-ce qu'il va être reconnu? Alors aujourd'hui, c'est pas encore reconnu, mais ça peut déjà vous permettre de tester la signature, combien de temps ça va mettre, etc. Quel algorithme je veux utiliser. On a d'autres cas d'usage où là, on va utiliser notre PKI as a service pour établir, par exemple, une connexion VPN qui se base sur des certificats composites, donc qui utilisent des algorithmes post-quantiques, donc une connexion VPN résistante aux attaques des ordinateurs quantiques. Pareil, on peut utiliser notre PKI as a service pour utiliser un navigateur web, donc c'est la partie Apache ici, open source, qui soit provisionné avec des certificats post-quantum. Voilà, donc c'est de la R&D, on peut vous donner accès à cette interface, on peut même organiser une démo ou un workshop, si vous le souhaitez dans un deuxième temps, pour que vous puissiez venir tester des cas d'usage concrets d'utilisation d'algorithmes post-quantiques sur, par exemple, de la signature, sur de la connexion VPN ou autre. Allez, je vais rendre la main maintenant à Marc-Éric pour ce grand point numéro 3. Merci. On va voir les différents points à regarder dans une migration et voilà. Et allons-y. Pardon. Première chose, l'inventaire. C'est avant de démarrer. Ah, on a perdu Jérôme et on a perdu ses slides. Je vais essayer de vous partager ma version. Hop. Jérôme? Non. Ouais. Alors, la première chose, c'est réaliser un inventaire. Donc, les clés de chiffrement, elles sont partout. Il y en a pour identifier les personnes, pour identifier les machines, pour sécuriser toutes les communications, chiffrer toutes vos données en base sur les disques, pour signer vos documents, signer les échanges. Bref, vous en avez partout. Donc, il faut commencer par se demander où est-ce qu'elles sont. Il faut aussi vous demander où sont vos HSM et quels algorithmes ils supportent. Toutes les opérations qu'ils font, les clés, les certificats qu'ils gèrent. Troisième étape, pour chacune des données qui sont chiffrées, il va falloir se demander quelle est leur criticité, leur durée de vie, quelle est la durée de vie de cette criticité et quelle est la confidentialité à long terme qui est attendue pour chacune de ces données. Et enfin, s'il y a des difficultés sur cet inventaire, il y a la solution Discovery and Trust que Jérôme vient de vous présenter. L'analyse de risque.
c'est vraiment une des premières étapes d'un projet, surtout de ce type qui touche au chiffrement. Première chose, déjà, déterminer et prendre conscience du risque qui est associé aux algorithmes qui sont vulnérables au post-quantique et les conséquences que ça pourra avoir sur vos données. Ensuite, un plan de priorité, c'est-à-dire quels sont les HSM chez vous qui vont avoir besoin d'être mis à niveau ou remplacés. Et pareil, des étapes de projet, planifier les ressources, la migration, et avoir un planning, des KPI. Là, on est sur un projet très classique. Les critères de classification de la sensibilité des données, bah, ça va être à quel point la divulgation est un problème. Est-ce que ces données sont exposées ou non? Et ça va vous permettre de faire un planning pour migrer les applicatifs qui sont liés à ces données, donc tout ce que Jérôme vous disait, les serveurs, votre poste de travail, le système votre solution de PAM, tout ce qui va être chiffrement des données au repos, des bases de données. Et évidemment, les HSM et les PKI doivent être migrés avant pour pouvoir suivre ce que vous permettent les solutions en place sur leur migration, de manière à pouvoir gérer ces nouvelles clés. Dernier point là-dessus, dans vos critères, il faut ajouter le fait que vous avez certainement des besoins spécifiques. On parlait tout à l'heure des problèmes qu'on peut avoir avec des clés post-quantiques. Si vous avez des grosses problématiques de performance ou de taille de clé, ça doit rentrer dans votre évaluation pour la migration. Et donc, enfin, pour chaque application, eh bien, on fait un planning, on génère les nouvelles clés, on les installe. Et ensuite, une fois que tout ça est en place, on va s'assurer qu'il y a une rotation des clés qui se met bien en place au travers d'un KMS ou d'un CLM pour la rotation des certificats. La crypto-agilité, donc c'est un mot qu'on aura beaucoup utilisé aujourd'hui, par revenir sur on en a déjà beaucoup parlé, mais le point important, c'est est-ce que vos HSM actuels supportent la crypto-agilité? Si ce n'est pas le cas, il faut vérifier si des nouvelles versions le font et faire une migration vers une montée de version vers vers les nouvelles versions du HSM ou envisager le remplacement pour gagner en crypto-agilité. L'hybridation, donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure avec le fait d'avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire des clés qui à la fois utilisent de l'algorithmie pré-quantique et de l'algorithmie post-quantique. Si je prends un protocole assez connu, le TLS 1.3, il a une extension qui est l'extension hybride qui démarre assez classiquement par un échange entre client et serveur avec quel protocole tu supportes. Parce que là, maintenant, il va ajouter je supporte des protocoles quantiques. Et de manière parallèle, il va y avoir un calcul de clés, de manière à ce que la première partie de la clé qui va être générée provienne d'algorithmes pré-quantiques et la seconde partie de la clé provienne d'algorithmes post-quantiques. Ça va vous permettre d'avoir des certificats hybrides. Enfin, des clés hybrides, pardon, pour l'échange. Si on est sur une étape de projet, il ne faut pas négliger la gestion du changement. La gestion du changement, si on la résume, c'est vous partez d'une situation A et vous voulez arriver à une situation B. Il y a une marche à monter pour passer de l'un à l'autre et donc tout un tas de nouvelles compétences à acquérir et d'habitudes à changer. Et donc, il faut donc accompagner les équipes dans ce changement. Ça va passer par la formation des administrateurs, de toutes les équipes techniques qui sont en relation avec les HSM. Ça va être le fait de leur montrer les nouvelles fonctionnalités, de les sensibiliser aux enjeux du post-quantique et pourquoi est-ce qu'on leur demande de changer leur process et leurs habitudes. Et enfin, des campagnes aussi de communication destinées à un public plus large
pour informer la direction, les utilisateurs de tous les changements qui vont avoir lieu, de l'impact que ça va avoir pour eux, des bénéfices qu'ils vont en tirer. Et donc, pendant toute la durée du projet, il faut communiquer, former et accompagner le changement. Enfin, on est sur une nouvelle technologie. Ça nécessite de la veille. C'est un domaine qui évolue assez vite. Il faut donc être en capacité de suivre les avancées, d'accompagner pour suivre les avancées, pour suivre toutes les mises à jour que vous aurez au niveau des standards et des réglementations. Suivre ça et faire auditer votre situation de manière à vous mettre, savoir où vous en êtes par rapport à ces standards et si vous respectez bien toutes les réglementations auxquelles vous êtes soumis. Et la dernière étape, ce sera une route d'aiming, d'avoir des processus d'amélioration continue et donc en permanence surveiller, voir ce qui doit être amélioré, le faire, vérifier que ça marche et on recommence. Et comme je ne vois pas, je ne sais pas si Jérôme est revenu. Oh, je suis revenu. Eh bien, je te relaisse la main. Merci, ouais. Donc on va terminer. Alors, tu peux continuer à passer les slides? Oui, bien sûr. Ok. Donc on va finir juste sur un cas d'usage. Et avant de parler de ce cas d'usage concret, je voulais refaire une passe pour remettre en place un contexte plus global, parce que le contexte réglementaire évolue et vous avez probablement entendu parler de NIS 2, de DORA, de PCI DSS, et toutes ces normes, elles préparent déjà en quelque sorte à cette migration vers des algorithmes résistants aux attaques quantiques. PCI DSS, qui est une norme bancaire, par exemple, demande à ce que on soit en capacité de faire un inventaire de tous ces actifs cryptographiques. NIS 2 demande à ce qu'on mette en place du chiffrement, de state of the art encryption. Donc state of the art encryption, ça veut dire du chiffrement à l'état de l'art, et donc à terme d'être en capacité d'utiliser du chiffrement post-quantique. Donc on a ce contexte qui évolue. Slide suivante, s'il te plaît, Marc-Éric. On va voir que même d'un point de vue menace, dès aujourd'hui, CNSA, donc c'est un document qui est fourni par le NIST, l'algorithme américain. Certaines menaces sont existantes dès aujourd'hui, et Marc-Éric parlait du risque Harvest Now, Decrypt Later. Donc on récupère l'information aujourd'hui, on les déchiffre plus tard. Donc dès aujourd'hui, il y a certaines... il faut déjà mettre en place et commencer à se protéger, en particulier autour de tout ce qui est software et firmware signing, donc signature de soft, signature de firmware. Ce que nous, on est en train de faire d'un point de vue produit, par exemple sur le produit HSM, je disais, on signe le firmware du produit avec des clés qui sont résistantes aux attaques quantiques. C'est déjà des problématiques existantes. Et donc ce contexte, plus le fait que la problématique soit existante, ça fait qu'on a déjà certaines sociétés qui ont entamé leur migration. Et c'est slide suivante. On a un accompagnement, donc c'est un cas concret, c'est l'accompagnement d'une grande banque espagnole, donc qui a fait face à cette problématique post-quantique. Donc elle fait aussi face à la réglementation PCI DSS, NIS 2 et DORA. Et donc ça s'est fait en 3 étapes. La première étape, ça a été de se faire accompagner par un intégrateur, donc type Formine, où ils ont mis en place une équipe dédiée pour préparer cette migration et cette problématique posée par les ordinateurs quantiques. Et ils ont aussi interviewé des éditeurs comme nous, comme Entrust. Donc on a reçu un ensemble de questions pour expliquer comment nous, d'un point de vue éditeur, on préparait cette migration vers la cryptographie quantique, et c'est ce que je présentais auparavant dans la partie HSM PKI, c'est-à-dire on met à disponibilité, nous déjà, ces algorithmes sur nos produits. En deuxième étape, ils ont utilisé l'outil de Discovery and Trust, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé cet outil, je disais cet agent qu'ils ont déployé dans leurs infrastructures pour venir récupérer toute la crypto qu'ils utilisaient. Donc, quels sont les protocoles utilisés, je disais quelles sont les clés utilisées, quels certificats ont été déployés dans leurs infrastructures, où sont-ils, quel type de clé utilisent ces certificats, etc. etc. En parallèle, avec l'intégrateur qui les a accompagnés, ils ont aussi fait un inventaire des données qui étaient considérées comme critiques. Et donc, en réunissant ces 2 informations, ils ont pu identifier les menaces à plus court terme et à plus long terme, et pu mettre en place un plan de transition avec des priorités 1, 2, 3 en fonction de la criticité des données. Donc ça, c'est la deuxième étape qu'ils ont mis en place. Et la troisième étape, donc,
qui est l'étape plus ou moins actuelle en fait, c'est que d'un point de vue purement produit, donc ils étaient déjà utilisateurs de nos HSM, la gamme XEC qui n'est pas la dernière gamme. Ils ont déployé le SDK dont je parlais précédemment dans cette gamme pour venir tester avec les applications compatibles ces algorithmes post-quantiques. Et ils sont en train de mettre en place un plan de migration vers la nouvelle gamme de produits, la gamme 5, qui, je disais, utilise des cartes FPGA qui peut être reprogrammables et qui va supporter nativement tous les algorithmes post-quantiques à moyen long terme. Voilà, donc cet accompagnement, il s'est fait en 3 étapes. Je disais, première étape vraiment purement interne, on met en place une équipe dédiée, on commence à bien se faire entourer et on interviewe un peu les éditeurs. Deuxième, on veut savoir ce qu'on a chez nous, quels sont les algos, les données sensibles. Et troisième, une fois qu'on a cette visibilité, d'un point de vue produit, on commence à envisager la migration. Il doit y avoir encore une slide juste derrière Marc-Éric. Ça, c'est juste l'outil Discovery, à quoi ça ressemble. C'est un outil, je disais, qui va venir scanner, un agent qui scanner toute l'infrastructure, récupérer toutes ces données et potentiellement même faire une remédiation automatique sur certains types de données. Par exemple, si on a un certificat qui utilise un algorithme RSA 1024 par exemple, on va pouvoir automatiser une rotation pour passer sur du 2048 puis sur du certificat résistant aux attaques quantiques à terme. Et donc cet outil Discovery, à droite, on avait un peu les étapes avec un kick-off, le déploiement du soft, récupération de la donnée, analyse de la donnée, analyse du risque et mise en place du plan de transition. Et tu peux passer à la slide suivante. Voilà, donc pour conclure, je crois qu'il y a juste une slide. Sachez que, j'ai mis le lien, vous pouvez vous faire accompagner par Formind. Vous pouvez aller aussi sur le site d'Entrust et vous avez un post-quantum readiness self-assessment. Donc c'est un ensemble de questions. Vous cliquez sur le lien, vous répondez à un ensemble de questions et ça vous donne un avis et une idée de où est-ce que vous en êtes sur votre préparation à cette cryptographie post-quantique et quelles sont un peu les étapes que vous devez suivre. Voilà qui termine cette présentation. Est-ce que, voilà, n'hésitez pas, alors je ne suis pas allé voir dans le chat, mais est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à les poser maintenant. Il y a une question, bon, je vais la démarrer. Difficultés majeures rencontrées dans un projet de migration. Je traduis migration d'un HSM. Il peut y en avoir plusieurs. Bon, toutes les difficultés liées à un projet classique, bien sûr, mais vous pouvez avoir des problématiques de compatibilité entre le HSM et les systèmes cibles. Donc, je sais pas, une API qui serait pas supportée par le nouveau HSM. Donc là, la solution, c'est une étude amont et des tests. Il n'y a pas de grande chose à faire. Il peut y avoir des questions qu'on se pose aussi sur le fait de transférer les clés. C'est souvent un sujet qui revient. Et donc là, il y a des mécanismes, type le wrapping keys, qui est un mécanisme d'encapsulation pour le transport des clés. Donc, on va utiliser sur le projet. Vous aurez une interruption de service qui sera courte et qui de toute façon sera planifiée et qui sera accompagnée d'une procédure de rollback en cas de souci. Il peut y avoir… Après, nous, d'un point de vue HSM, c'est vrai que du coup, on supporte ces algorithmes post-quantiques. Donc, soit vous avez des versions plus anciennes. De toute façon, tous ces algorithmes vont être ajoutés dans le firmware. Donc, vous allez pouvoir les tester. Et une fois que l'application supportera ces algorithmes, en fait, facilement, on pourra vous accompagner. Vous pourrez tester ces algorithmes sur nos HSM. J'ai envie de dire, là, un des défauts classiques, c'est l'absence d'accompagnement au changement, mais on en a parlé tout à l'heure. Tout à fait. Ok. Bon, pas d'autres questions, donc je pense qu'on peut conclure ce webinaire là-dessus. Merci à tous
pour votre présence. On va partager sur Webikao la présentation. Voilà, n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez des questions sur ces sujets, sur cette problématique. Et vous avez un bouton être contacté. Donc, si vous avez, donc vous avez un moyen direct et rapide pour être contacté, pour en parler. Merci à tous. Merci, bonne journée et bon appétit à tout le monde.